Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps, débordement de Rouillet. Kurkovic qui s'attendait à un centre ne peut que détourner sur le poteau. Rubio tout seul tire sur Kurkovic. Le poteau, Rubio et finalement Kurkovic. 82e minute, but du jeune Laurent Rousset qui sauve ainsi l'honneur. Nancy 2, Saint-Étienne 1. Il n'y avait que 4500 spectateurs hier à Ningesser pour voir Valenciennes en blanc comme Azam face au Nîmes olympique. Un Valenciennes qui va dominer dans les premières minutes avec Zaramba, avec Jeskoviak. Mais rien ne sera marqué au cours de la première mi-temps. Un relais avec Boissier, le capitaine nîmois, devant l'arbitre, M. Conrad. Winzido est fauché, c'est un coup franc qui ne va rien donner. Delachet arrête sur le sol très glissant, car la pluie s'est abattue pendant toute la première mi-temps et une partie de la seconde. Les Valenciennois vont dominer, mais les Nîmois auront des contres comme ceci. Et sur l'un d'eux, regardez bien. Le ballon est repoussé par Delachet et sur le centre, Winzino, à l'affût, marque le but. On pense au but de la victoire pour les Nîmois, mais à la toute dernière seconde de la rencontre, sur un fauchage dans la surface de réparation que vous allez voir, l'arbitre, M. Conrad, va accorder le pénalty. Brasier est monté en attaque. La balle parvient à Zaramba, qui est fauché. C'est le pénalty que va tirer Marcin, le Polonais. Orlandini part bien du bon côté, mais il est battu. On va revoir l'action. Les deux clubs faisant nul un partout. Voyons donc le classement. Monaco a 1 point d'avance sur Nantes. Mardi, Monaco reçoit Bastia, qui aura joué 2 jours auparavant contre Saint-Étienne, et ceci est important. Et Nantes, lui, reçoit Nice. Quand on sait que le goal average est à l'avantage de Monaco, il paraît difficile de prévoir un renversement des positions, mais sait-on jamais. Dans le bas du tableau, si Troyes est condamné, Lens peut encore mathématiquement se sauver, mais ce serait au détriment de l'équipe de Nîmes, que venons de voir sur ces images et sur ce commentaire de Jean Crino. Dans la série des portraits des joueurs de l'équipe de France que nous vous proposons, cette semaine, nous sommes intéressés à 2 Nantais. En réalité, Pierre Fula est allé retrouver Rio et Bossis, en quelque sorte, si vous préférez, la garde jaune de l'équipe tricolore, du moins le suppose-t-on, pour l'Argentine. Enfin, nous verrons bien. Maxime Bossis, Patrice Rio. 2 Nantais, 2 défenseurs au tempérament différent. Pour l'équipe de France, c'est l'assurance d'une certaine sécurité. Du haut de ses 1,85 m, Maxime Bossis, le Vendéen, ressemble à un rapace guettant sa proie. Son abattage, son sang-froid l'ont imposé au poste d'arrière latéral, mais en toutes circonstances, Bossis et son dribble redoutable peut être partout à l'ouvrage. Surtout lorsque son instinct de contre-attaquant le pousse à de longues chevauchées offensives. Mais derrière la solidité du joueur se cache une certaine discrétion. La légende est ainsi née d'un Maxime Bossis silencieux. Maxime Bossis, on dit généralement que vous n'êtes pas très expansif. Est-ce que cela cache une certaine timidité? Oui, peut-être une petite timidité et aussi peut-être aussi de la méfiance vis-à-vis de personnes que je connais plus ou moins bien. Mais enfin, quand je commence à parler, disons que ça va. Sur le terrain, l'homme sort de sa réserve et se mue en un farouche combattant. C'est au contact de l'attaquant qu'il doit arrêter que Bossis affirme sa véritable personnalité, un rôle qui convient sans doute le mieux à son caractère. J'ai joué défenseur, disons, depuis que j'ai commencé dans le football. Et ce rôle qui constitue essayer d'arrêter son adversaire, correspond peut-être à un tempérament de retranchement un peu. Et disons que ça me convient assez bien. La méchanceté, ça existe sur un terrain? Oui, ça existe, oui. Enfin, je crois que quand même c'est l'apanage de certains joueurs il y a certains joueurs qui sont plus méchants que d'autres et sur une saison ça se retrouve. On est toujours agressif dans certaines conditions et dans certains matchs, mais enfin, disons que si l'attaquant me prend le dessus, je n'essaierai pas par tous les moyens de l'arrêter. Pour vivre heureux, vivons cachés, ce serait un peu la devise de Maxime Bossis,
qui se réfugie volontiers dans la chaleur de son foyer. Maxime, quel homme est-il dans la vie? Eh bien, je pense que c'est un homme assez calme, comme sur le terrain d'ailleurs, et peut-être un petit peu trop renfermé, même à la maison. Parfois, il faut que j'arrive à percer ses secrets. J'ai quand même réussi à percer pas mal de mystères, mais enfin, c'est difficile parfois. Il y a 22 ans, qu'est-ce que ça représente d'aller en Coupe du Monde alors que d'autres joueurs n'ont jamais pu accéder à ce niveau? Oui, enfin j'en parlerai quand j'y serai, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Enfin, il est certain que c'est la Coupe du Monde, c'est un rêve. Quand on est gosse, quand on regarde la télévision, des matchs de Coupe du Monde, vraiment ça nous paraît irréalisable. Alors que là, ça va se produire et vraiment c'est merveilleux. Les Brésiliens si virevoltants ont pu apprécier la vivacité de l'arrière nantais. Maxime Bossis est bien de la trempe des grands défenseurs de demain et la Coupe du Monde pourrait bien confirmer toutes ses qualités. Avec Patrice Rio, le stopper, c'est une autre image de la défense, solide comme du granit, généreux dans l'effort. Sa puissante silhouette émerge toujours dans la tourmente. À 30 ans, Rio ne se faisait plus guère d'illusions, mais Kovacs puis Hidalgo ont senti que cette présence physique pouvait constituer le meilleur verrou de sûreté de l'équipe de France. Rio, une belle nature et une perpétuelle joie de jouer ce rôle difficile de stopper. J'ai un adversaire direct à marquer et je dois essayer de lui prendre le ballon au maximum et de le priver d'espace de ballon. Et mon rôle est donc pas déterminant mais important dans l'équipe. Parce que si je remplis bien mon travail et que l'avanceur ne marque pas de but, c'est déjà une bonne chose de faite. Ensuite vient bien sûr le côté relance du football, le côté offensif. Mais enfin, si je réussis à bien remplir mon contrat sur le plan défensif, pour moi c'est déjà très important. Patrice Rio a la calme assurance des gens qui sont sûrs de leur force. Son style semble dépouillé de toute élégance, mais ce qui compte pour ce lutteur, c'est l'efficacité. Son marquage incessant, son tacle et son jeu de tête en font un défenseur redouté. J'essaye quand même d'être loyal vis-à-vis de mon adversaire. Je crois que c'est très important, nous faisons tous le même métier. Et il ne s'agit pas non plus de blesser l'adversaire. Et donc, j'essaye de faire mon métier le mieux possible et le plus longtemps possible. Si vous n'aviez pas été footballeur, quelle profession auriez-vous choisi? Écoutez, j'ai un CAP de plombier chauffagiste. C'est un métier que j'ai exercé pendant 3 ans, avant de me lancer donc dans le métier de footballeur professionnel. Et je pense qu'à l'heure actuelle, si je n'avais pas réussi au football, j'exercerais encore ce métier. Est-ce que vous êtes anxieux avant les grandes rencontres internationales? Quand j'ai démarré dans le football, je l'étais. Et puis au fil des ans, ça s'est estompé. Je rentrais sur le terrain comme j'allais dans un commerce. Et puis maintenant que je joue depuis 9 saisons pour la division, je commence à avoir à nouveau cette anxiété avant les matchs. Ça commence à me travailler un petit peu et maintenant ça devient difficile pour moi. Oui. Patrice Rio s'est confortablement installé dans la vie, à une trentaine de kilomètres de Nantes, dans un petit bourg, une vie de père tranquille. Je l'ai fait tout de suite. Ce soir. Le bonheur, c'est d'abord d'être marié, d'avoir de magnifiques enfants, charmants comme tout, et puis de réussir dans mon métier. Pour moi, je considère que l'argent est secondaire. Je crois que l'argent vient avec la réussite professionnelle et en quelque sorte, c'est une récompense.
Dites-moi Patrice, les souvenirs en 12 ans de football, il doit y en avoir pas mal. Oui, bien sûr, les souvenirs, il y en a quelques-uns. Enfin, disons que le premier souvenir que j'ai, c'est d'abord le mariage, et puis la naissance de mes enfants, et pour couronner le tout, ma première sélection en équipe de France. Et là, je crois que pour moi, ça a été un immense plaisir, un très grand jour. Et ça s'est traduit, bien sûr, par un succès, puisque nous avions fait que match nul contre la Tchécoslovaquie au Parc. Mais disons que pour moi, ça a été le début de plusieurs sélections, et c'était pour moi une grande joie. Et puis, bien sûr, là, il y a le côté, ça reste dans le domaine du football. J'ai ma femme qui m'a offert un jour ce petit footballeur, qui m'a fait énormément plaisir, et pour moi, c'était également un souvenir. Et moi aussi, je joue au foot à l'entraînement. Oui, c'est vrai, je l'emmène de temps en temps le mercredi matin, là, quand il n'a pas classe. Et puis, ça lui permet de prendre l'air en même temps. Et moi, c'est bien aimé ça. Attention. Voilà. Chez les Rio, le football pourrait bien être héréditaire. Julien, 6 ans, fait déjà ses premières armes. Le père de Patrice, Roger, avait déjà ouvert la voie il y a 40 ans avec ses 18 sélections. Rio, le stopper, n'en a pour l'instant que 13. Il n'est pas superstitieux et sa carrière ne s'arrêtera sûrement pas en Argentine. Voilà, nous vous l'avons annoncé depuis quelque temps, il y a eu des flashs spéciaux, vous le savez. Vous allez pouvoir participer maintenant, enfin, je dirais, au jeu sur la Coupe du Monde, le jeu téléfoot. Ça va s'inscrire sur votre écran, vous allez. Alors, ce concours, comment se présente-t-il? Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler qu'il y a, pendant 3 semaines, chaque semaine, 33 téléviseurs couleur à gagner. Il y aura un super gagnant. Les 3 super gagnants se réuniront le 27 mai ici, sur ce plateau en direct, pour disputer une finale. Le vainqueur de la finale recevra ce jour-là 2 billets pour lui et une personne de son choix, valables pour la phase finale de la Coupe du Monde en Argentine. Vous ne répondrez, et je vous le répéterai tout à l'heure, mais vous verrez, c'est important, vous ne répondrez que sur carte postale, dont on vous donnera un modèle tout à l'heure. Des gens ont déjà joué sur le jeu à blanc que nous avions fait, où nous avions donné les réponses, et ont envoyé des lettres. Alors d'abord, ils ne gagneront pas, puisque nous avions donné les réponses, cela va de soi, mais ils ont envoyé des lettres, et le règlement stipule qu'on ne peut jouer que sur carte postale. Ceci étant dit, nous allons maintenant passer aux questions proprement dites. 3 questions et une question subsidiaire. Les premières étant en images, la dernière donnée oralement. J'ai du mal à venir, mais vous allez voir, ça va arriver. Ce jour-là, Battenay marquait un but aux Irlandais. Qui lui avait transmis le ballon? Rocheteau, Platini ou Rouillé? Je répète, qui avait transmis le ballon à Battenay? Rocheteau, Platini ou Rouillé? Vous avez le choix entre ces 3 noms. Ce joueur va donner un ballon à Pelé, auteur d'un but fameux face aux Italiens. Qui a fait la passe à Pelé? Voilà le but de Pelé. Qui a fait la passe à Pelé? Lors d'un match Hollande-Bulgarie, un Hollandais tire au but. Qui est ce joueur hollandais? Lors d'un match Hollande-Bulgarie, un Hollandais tire au but. Quel est le nom de ce joueur hollandais? Voilà, ça va très vite, je le conçois, mais c'est un concours. Il faut quand même quelques difficultés. Je pense que vous avez aiguisé toute votre attention et que vous êtes déjà en train de noter les noms. Il y a une 4e question, c'est une question subsidiaire. Écoutez-la bien.
lors de la finale de la Coupe du Monde en 1970, qui opposait le Brésil à l'Italie, combien y a-t-il eu de rentrées de touche? Je répète, lors de la finale de la Coupe du Monde, qui opposait le Brésil à l'Italie, combien y a-t-il eu de rentrées de touche? Ça, c'est le terme technique du règlement. En réalité, combien y a-t-il eu de touches, si vous préférez? Je sais bien que cela vous surprend, mais vous savez, les questions subsidiaires, c'est toujours ainsi. On aurait pu tout aussi bien vous demander combien de réponses exactes avons-nous reçues et vous n'auriez pas plus avancé. À cette occasion, d'ailleurs, je voudrais dire à tous ceux nombreux qui nous ont écrit, nous disant qu'il était désavantagé parce qu'il n'avait que le noir et blanc, qu'en réalité, je pense que ce soir, par la formulation des questions, nous avons prouvé que vous pouvez tout aussi bien jouer que ceux qui ont la couleur. Ceci n'a absolument aucune importance puisque chaque fois, nous vous citons les équipes où nous vous donnons la couleur des maillots. Voilà, je pense donc que vous êtes tous à égalité. Et à ce propos, je salue l'arrivée sur le réseau couleur de TF1 des téléspectateurs de Rennes qui vont pouvoir enfin voir du football en couleur dans Téléfoot 1. Je vous répète donc, vous jouez uniquement sur carte postale. Voici le formulaire tel qu'il se présente. À gauche, vous mettez vos 4 réponses, c'est-à-dire première, deuxième, troisième et la question subsidiaire. Vous mettez bien entendu votre nom et votre adresse. À droite, concours, Coupe du Monde de football, Téléfoot 1, CEDEX 1503, 75 300, Paris, Brune. Je pense que nous le laisserons encore un moment. Je vous le répète, concours, Coupe du Monde de football, Téléfoot 1, CEDEX 1503, 75 300, Paris, Brune. Si, bien entendu, votre adresse n'est pas bien libellée, imaginez-vous que votre carte est nulle et non avenue. Et peut-être même ne parviendra-t-elle pas au CEDEX qui nous est attribué. Vous devez poster votre carte postale avant mardi midi, le cachet de la poste faisant foi. Normalement, nous demandons minuit le lundi. Vous savez que lundi est un jour férié parce que c'est la fête du travail, donc nous vous accordons donc jusqu'à mardi 12 heures. Le cachet de la poste faisant foi. Voilà, je pense que vous avez maintenant toutes les coordonnées, à vous de jouer et que les meilleurs gagnent. C'est la loi du sport. Pendant la saison 1975-1976, l'équipe de Saint-Étienne, engagée dans la Coupe d'Europe, avait battu successivement le KB Copenhague, le Glasgow Rangers, le Dynamo de Kiev et se trouvait donc en demi-finale de cette compétition, ce qui était déjà un grand moment. En demi-finale, Saint-Étienne accueillait un club que nous connaissons bien et pour cause, tout simplement le PSV Eindhoven, que vous allez retrouver bientôt sur vos écrans. Nous allons voir ce nouvel épisode de Saint-Étienne Story. C'était le 31 mars 1976 à Geoffroy Guichard. Les Verts, désormais habitués au flash de la gloire, attendaient le PSV Eindhoven avec ses vedettes, les frères Van de Kerkhoff, le Gandien Van Beveren ou Van der Kuylen, le meneur de jeu. Cette équipe d'Eindhoven qui joue à gauche avait pris le relais de l'Ajax dans cette notion d'un nouveau football néerlandais, d'un football total, d'un football libéré. 15e minute de jeu, les Verts sont à l'attaque comme ils l'ont été précédemment. Rocheteau, Stevens le fauche, l'arbitre n'hésite pas. Coup franc pour Saint-Étienne, à peu près aux 20 mètres dans l'axe du but. Revoyons la faute de Stevens sur Rocheteau.